Quatre ans après sa guerre désastreuse contre le Japon et la révolution péniblement contenue qui s'ensuivit, la Russie semble sur la voie d'un rétablissement spectaculaire. Le tsar Nicolas II, sa mère, la tsarine Maria Fyodorovna, son épouse, la tsarine Alexandra, inaugure solennellement au cœur de Saint-Pétersbourg la statue d'Alexandre III, le père de Nicolas disparu 15 ans plus tôt. Cette cérémonie exprime autant la puissance retrouvée de l'autocratie orthodoxe que le dynamisme conquérant de l'immense empire. Et si Nicolas paraît écrasé par le monument comme il l'était par son père, on mesure désormais son obstination à défendre l'héritage de la Sainte Russie des Romanov qu'il a reçu de lui. Cependant, Nicolas aurait été bien incapable de mener à bien la remise en marche générale qu'il appelait de ses vœux, s'il n'avait trouvé en la personne de Piotr Stolypine, son premier ministre, un homme d'État exceptionnel, le véritable auteur du redressement. Stolypine, issu de cette moyenne noblesse qui a généralement servi les tsars avec fidélité, est viscéralement attaché au respect de la loi et de l'ordre. Ses ennemis ne retiennent que cet aspect de son caractère, en soulignant la docilité et le zèle qu'il déploie à servir les desseins de son maître le tsar. Et de fait, il a abattu une poigne de fer sur la Russie quand Nicolas aux abois lui a confié le gouvernement d'un empire en état d'insurrection permanente. Arrestations, cours martiales, jugements expéditifs, exécutions qui exaspérèrent la résolution des extrémistes ont répandu la terreur d'État en répondant coup sur coup au terrorisme. Ainsi, le soviet de Saint-Pétersbourg a été décapité et son principal militant, Léon Trotsky, envoyé en Sibérie. De misérables cohortes de prisonniers, convoyés par train et sur les fleuves, se sont retrouvés relégués dans des contrées inhospitalières, jusqu'à ce que le grand froid de Sibérie vint recouvrir peu à peu les derniers soubresauts de la révolution brisée. Au fait, cette répression impitoyable se décompta en plusieurs centaines de morts de part et d'autre. Aucune comparaison possible avec ce qui suivra plus tard, et même les relégués ne connurent pas les souffrances et la déchéance de l'archipel du Goulag. Rude période, quoi qu'il en soit, où Stolypine subit le choc en retour de ses mesures, quand un groupe de révolutionnaires ceinturés de bombes font exploser sa maison, tuant 34 personnes, blessant 2 de ses enfants et le laissant indemne.
Cependant, une fois le calme revenu dans ces campagnes et ces petites villes, qui sont à ses yeux la conscience même de la grande Russie, Stolypine découvre son autre visage. Celui d'un réformateur incorruptible qui va transformer la vie du peuple russe en profondeur. Orthodoxe, tsariste, paysan comme il le fut toujours, mais arraché à la misère et à l'ignorance, et dans ce but, maître de sa terre. Les moujiks ont le tsar pour les aimer de loin sans les comprendre. Tolstoï et l'intelligentsia pour se pencher sur leur sort, mais avec Stolypine, ils ont enfin le pouvoir pour allier. Stolypine accomplit le bouleversement agraire dont on parlait depuis l'abolition du servage. Mais il faut trouver de nouvelles terres pour que chaque moujik ait la sienne au lieu de s'abandonner à la vodka. On lance la colonisation des terres vierges, le long des voies du transsibérien, dont l'infatigable Premier ministre étend considérablement le réseau que lui avait laissé Vité. Une vague d'optimisme s'empare de la Russie, des foules énormes se déplacent vers les promesses du travail et d'une prospérité mieux partagée. L'intelligentsia elle-même, adversaire résolu du régime, est entraînée par ce mouvement inattendu. Mais que se passe-t-il soudain dans ce pays, où l'on peut danser enfin, sans plus avoir les yeux embués de la nostalgie de tout ce qu'ont détruit les grands malheurs russes? La volonté de Stolypine s'impose à l'ensemble du corps de la Sainte Russie, et il persuade le tsar dont il ne juge pas les manques et ne retient que la loyauté et le courage de sortir de sa réclusion et de se montrer à nouveau au peuple russe comme le petit père qu'il révérait autrefois. Ainsi, Nicolas mène les cérémonies de l'anniversaire de la bataille de la Poltava, où la Russie triompha des Suédois au milieu d'une ferveur retrouvée. Impression d'autant plus surprenante pour Nicolas que Stolypine interdit en même temps tout retour en arrière, en travaillant avec la Douma, cette assemblée élue qui désespérait le tsar autocrate, et en faisant respecter les libertés fondamentales, selon le principe que l'empire des Romanov, sacré pour lui, est aussi un État qui appartient à l'Occident. Oui, Stolypine veut faire du règne de Nicolas celui d'un tsar plus grand qu'ils ne le savent au fond l'un et l'autre. Cependant, Stolypine ne peut conjurer le drame secret des Romanov, la maladie incurable de l'héritier, le tsarevitch Alexis. La gaieté des enfants, au demeurant, diffuse une impression de bonheur et d'harmonie. Et s'ils se montrent si charmants et dénués d'arrogance, c'est aussi parce que leurs parents vivent un amour sans nuage. Alexandra, femme réputée hautaine et froide, se montre une éducatrice remarquable, d'une bonté de cœur qui la rend compréhensive et indulgente. Quant à Nicolas, il offre le modèle d'un père plein de jeunesse et d'entrain, aussi attentif à sa famille qu'il est courtois avec ses proches. En somme, les enfants ne peuvent souffrir d'aucune des critiques que l'on adresse à leurs parents. Certes, Alexis est tout particulièrement protégé, mais au fond, cela aussi paraît normal. Il est le seul garçon, et ses sœurs maternent le petit dernier, si vif et si gracieux. Il est aussi l'héritier. On comprend que ses parents fassent tellement attention à lui. Et on ne devinerait rien de la terrible réalité si elle ne venait ravager l'amour maternel d'Alexandra. La tsarine n'est pas seulement crucifiée par le danger qui pèse sur Alexis, elle se reproche aussi d'en être coupable. Sa cousine germaine, Victoria Eugénie d'Espagne, a également transmis l'hémophilie à ses fils. Et sa sœur Irène connaît le même malheur avec les siens. Loin de la disculper, cela renforce en elle le sentiment d'une malédiction obscure.
car le tsarévitch peut mourir à chaque instant, dans de terribles souffrances et sans aucun remède de la science. Le mal est d'autant plus redoutable qu'il est sournois. Alexis traverse de longues périodes où il paraît en parfaite santé, et comme c'est un enfant qui déborde de vie, il est très difficile de lui refuser les amusements des petits garçons de son âge. On essaye seulement de le surveiller en permanence. Cette attention est d'ailleurs néfaste, il devient capricieux, s'ingénie à courir des risques en jouant de sa maladie comme d'un pouvoir. Mais comment faire autrement, alors que la moindre chute peut lui être fatale? Cet épouvantable dilemme ravage la conscience de ses parents, tandis qu'ils demandent les jeux, le tricycle, le poney. Appelé à devenir un jour le tsar autocrate, il doit paraître aussi épanoui que ses sœurs. Et l'idée qu'il ne pourra peut-être jamais commander à un univers qui exige force d'âme et puissance physique enfonce la famille dans son secret. Il est d'autant mieux gardé qu'Alexis semble vraiment un enfant comme les autres, et la Russie profonde ne sait donc rien de son état de santé, avec de surcroît le poison de rumeurs invérifiables qui se déclenchent à chaque crise. Ce secret est aussi dangereux. On ne comprend pas les absences d'Alexandra, l'isolement dans lequel elle entraîne le reste de sa famille. Mais qu'ont-ils donc, ces Romanov? Dieu ne leur a-t-il pas envoyé la bénédiction d'enfants magnifiques et d'un héritier que l'on ne demande qu'à aimer? Le mystérieux désarroi du couple impérial éveille aussi des ambitions, celles du jeune moine Héliodore notamment. Prédicateur de talent qui invoque la protection du tsar sur la Sainte Russie et démagogue plaidant pour une sorte de communisme messianique, Héliodore attire des foules considérables dans son monastère. Il rêve de se voir reconnu à la cour, il connaît la religiosité exaltée de la tsarine, il en flaire l'origine. Mais comment atteindre un malheur si protégé dont il pourrait retirer tant de pouvoir? Or, Héliodore est déjà trop célèbre, et il sait que le tsar se méfie de sa ruse. Il lui faut donc s'avancer prudemment, en manipulant par exemple l'un de ces starets, humbles hommes de Dieu qui vont par les chemins et sont reçus jusque dans les plus grandes familles qui les entourent de dévotion. Il en est un dont on parle beaucoup, un certain Raspoutine, c'est-à-dire le débauché, bien qu'il ne soit qu'un père de famille, moujik illettré avec un peu de bien de la province de Tobolsk. On dit qu'il est allé jusqu'en Palestine, qu'il court les femmes avec lubricité, mais édifie par ses repentirs et ses citations des Écritures. Héliodore le repère et lui ouvre les portes de l'aristocratie. Sale, pauvre, pécheur, Raspoutine ne serait qu'un starets parmi d'autres s'il n'était aussi rusé et doté d'un magnétisme envoûtant. Et s'il n'y avait eu la terrible maladie, les chemins du tsarévitch Alexis et de sa famille n'auraient sans doute jamais croisé celui de cet étrange homme de Dieu. Mais l'exaltation d'Alexandra, la naïveté de sa protégée Anna Virubova les poussent à chercher le miracle qui sauvera l'enfant. Anna Virubova est une malheureuse qui ne vit que pour la tsarine. Elle facilite l'ultime étape dans l'ascension de Raspoutine. Et personne ne se formalise vraiment de la présence discrète de Raspoutine dans l'intimité des Romanov comme une sorte d'icône paysanne de l'âme de la Sainte Russie. Nicolas l'aime bien. Raspoutine, c'est de si belles histoires de Sibérie qui fascinent les enfants et de si bonnes prières qui rassurent la tsarine. Alexis se porte bien, Stolypine travaille au relèvement de la Russie, la famille impériale en profite pour redécouvrir les charmes de Livadia, son domaine de Crimée, et pour y recevoir de nobles invités comme l'émir de Bokhara, protectorat russe d'Asie centrale, qui envoie la fumée de ses cigarettes à la figure de la tsarine, puisqu'on est en somme comme en famille.
La Crimée, ses paysages, son climat délicieux, sa population de Tartares musulmans dévoués aux Romanov exercent une influence bénéfique sur la famille impériale. Et Anna Virubova, assistée de Marie, peut coller sur de grands albums les innombrables photos qu'elle prend de ce bonheur tranquille. La tsarine est infiniment plus détendue qu'à Saint-Pétersbourg. Aimable et gaie, elle s'entretient familièrement avec les mêmes officiels qu'elle glace habituellement quand elle leur fait l'honneur d'apparaître. Nicolas en profite aussi pour inviter les membres de sa famille, qu'Alexandra tient le plus souvent à l'écart durant le reste de l'année. Enfin, il y en a un qui n'a pas ce genre de problème et peut toujours arriver sans prévenir, le beau grand-duc Dimitri, neveu du tsar, dont le couple impérial se préoccupe avec tendresse depuis que son père s'est exilé à Paris pour vivre avec une divorcée. Un garçon attachant, ce Dimitri. Il est très populaire parmi les officiers, on le dit intelligent, artiste et raffiné. Avec lui, les Romanov ne risquent pas de mauvaises surprises. Mais au fait, que pourrait-on redouter puisque tout va de mieux en mieux? À cet égard, la visite à Riga confirme la qualité de la détente générale. Le grand port balte est une cité frondeuse. Et Stolypine a dû beaucoup insister pour que la famille impériale s'y rende. Si la noblesse d'origine allemande est fidèle au tsar depuis le temps de la Grande Catherine, elle a aussi de solides attaches en Prusse. Quant à la population estonienne, elle résiste à la russification et bien des révolutionnaires en sont issus. Avant Stolypine, la police n'y aurait jamais risqué la famille impériale, mais les temps ont décidément changé. L'accueil est chaleureux et Nicolas ne peut manquer d'être impressionné par l'état des esprits. Là où il n'y avait rien d'autre que la violence, entre le système impérial et les terroristes, se déploie désormais une société bien vivante, qui ne prend peut-être plus le tsar pour l'autocrate orthodoxe qu'il voudrait être, mais ne lui marchande pas son attachement et sa ferveur. Stolypine dispose aussi d'une alliée précieuse dans la famille impériale, Maria Féodorovna, la mère de Nicolas, qui est toujours restée proche de la cour d'Angleterre durant les temps difficiles. Et maintenant, la tsarine mère vient rejoindre le Standard pour y recueillir les fruits de sa diplomatie familiale. En effet, Édouard, son beau-frère, la reine d'Angleterre, sa chère sœur, sont attendus au large de Reval sur la Baltique pour mettre fin à l'ostracisme qui frappait les Romanov et la Russie. Édouard prend beaucoup de risques en venant à Reval. L'opinion anglaise est encore très montée contre les Russes. Mais il a toujours aimé ses neveux Romanov. Il considère que le retour de la Russie en Europe est indispensable à son équilibre. Et puis le complot des deux sœurs a bien contribué à le décider. Il n'hésite d'ailleurs pas à décerner à Nicolas une brochette de commandements honoraires dans l'armée britannique, et le tsar, qui l'a accueilli avec émotion au milieu de toute la famille, vacillant entre les embrassements et les larmes, ne se sent plus de joie avec son bonnet à poil, symbole encombrant et dérisoire de la fin de sa solitude. Le président Fallières suit quelques jours plus tard. La République française est susceptible. Sera-t-elle aussi bien traitée que le roi d'Angleterre? Mais Nicolas fait bien attention à ne pas décevoir son hôte. Les Romanov ont peut-être de terribles manques, mais sur le chapitre de la mémoire et de la loyauté, ils n'ont de leçons à recevoir de personne. Ainsi, l'entente cordiale se joue désormais à Troyes, et l'année suivante, les Romanov se rendent à leur tour en France et en Angleterre. Les blessures de la grande crise ne sont pas pour autant guéries. Le président Fallières les reçoit à Cherbourg, loin des agitations démocratiques de Paris.
Et lorsqu'il inspecte la splendide marine française, Nicolas ne peut s'empêcher de penser à ce qu'est devenue la flotte russe, coulée à Tsushima ou mutinée sur la mer Noire. Mais quand le Standard approche des côtes anglaises, la tsarine laisse éclater sa joie. C'est son pays de cœur autant que la Russie et bien plus que l'Allemagne. Les enfants sont au diapason de l'excitation générale, Anastasia surtout, qui ne rate jamais une occasion de se montrer espiègle. Officiellement, ce n'est qu'une visite privée, mais au fond, oncle Édouard et tante Alexandra n'en sont que plus détendus avec leur neveu Romanov, et la tsarine perd ses derniers vestiges de timidité devant l'étonnante beauté préservée de celle qui porte le même prénom qu'elle, et lui raconte comment grand-mère Victoria aima sa petite-fille jusqu'à son dernier jour. Les régates de Cowes sont l'événement de la grande saison anglaise. Très vite, les Romanov s'enhardissent parmi la foule et vont rendre visite à une très vieille dame, l'impératrice Eugénie, qui leur parle du grand-père de Nicolas qu'elle a bien connu à Paris en 1867. Ainsi, la chaleur de la famille et des souvenirs ne cesse de les rejoindre. Nicolas et cousin Georges évoquent le temps où on les prenait l'un pour l'autre. Décidément, aucun autre parent ne sont aussi proches des Romanov que la famille anglaise. Et juste avant qu'ils ne repartent, la reine Alexandra vient faire une visite d'adieu surprise. N'oubliez pas de dire à votre mère, ma chère sœur Maria Féodorovna, que j'espère bien la retrouver à l'automne prochain à Copenhague, car c'est là que se trouve la source qui nous unira toujours. Chemin faisant, on retombe sur le Kaiser Guillaume, campé à bord du Hohenzollern en plein canal de Kiel, comme un soupçonneux concierge dans sa loge. Les Romanov sont nerveux. À l'exception d'Anastasia, qui espère un cadeau comme à l'aller, on se serait bien passé des salam-alek du cher cousin. De fait, Guillaume est furieux de constater que l'entente cordiale se renforce sous ses yeux impuissants, et le parfum de la malveillance flotte sur les bouquets de tubéreuses dont il recouvre les passagers du Standard. Les effusions sont imprégnées d'avertissements à peine voilés. L'Allemagne ne se laissera pas encercler sans réagir. Guillaume est d'autant plus agité que son ancienne capacité d'envoûtement semble s'être émoussée sur Nicolas. Or, si Édouard entend retenir le Kaiser comme on le ferait avec un gosse mal élevé, son intention n'est pas d'abaisser l'empire de son illustre neveu. Aux Jeux Olympiques de Londres, le ton violemment anti-allemand des supporters d'un héroïque marathonien anglais, quelque peu éprouvé par la compétition que lui disputent de hardis plantigrades prussiens, lui semble un bien malsain présage d'avenir. Le concert de sifflets qui accompagne la remise de trophées par Alexandra à divers champions allemands souligne cette mauvaise impression. Même si Alexandra affirme n'avoir rien entendu, trop dure d'oreille peut-être, ou trop contente pour insister auprès de son époux rembruni. Ce que l'on rapporte à Édouard des activités de Guillaume lui paraît en fait plutôt encourageant. Le Kaiser se comporte comme s'il avait retenu les leçons de l'impopularité. Accompagné d'un nouvel et inséparable ami, le teckel Esmond, il continue certes à faire étalage de son imprévisible fantaisie et du vernis d'encyclopédie de sa culture, mais c'est dans le domaine de tout repos des inaugurations inutiles, où le chaperon à quatre pattes et quelques barbons en habit expriment une admiration sans danger à leur seigneur et maître. Le voyage du Kaiser à Londres s'était soldé par un désastre. Édouard, dans la grande patience qu'il lui témoigne, opte pour une nouvelle tentative de rapprochement et persuade Alexandra de l'accompagner à Berlin. Hélas, il fait un temps glacial. Édouard prend froid et se sent mal.
il remarque avec une mauvaise humeur grandissante que Guillaume lui inflige un programme de parade en plein air, tout en s'informant de sa santé avec le zèle suspect d'un neveu trop pressé à l'égard d'un vieil oncle à héritage. Cette bizarre ambiance s'alourdit avec la visite qu'Édouard rend à l'hôtel de ville de Berlin, où le Kaiser brille soudain par son absence car il boude ce genre de pratique trop démocratique. Une pierre dans le jardin d'Édouard. Bref, on patauge comme avant entre méfiance et agacement, et Édouard repart bien plus inquiet et aussi plus fatigué qu'il ne l'était en arrivant. Mais au fait, Guillaume s'en moque. Il pense que son oncle a beaucoup vieilli et qu'il va mourir bientôt. Et comme les Allemands semblent avoir oublié ses propres écarts de conduite, il est impatient de mettre fin à la comédie de la modestie pour faire sa grande rentrée dans le rôle qu'il affectionne, de l'artiste magicien de l'épopée germanique moderne. L'Empire n'a pas de tradition politique. Il est mûr pour se fondre à nouveau dans les visions héroïques de son Kaiser. Mais Guillaume, qui a le talent de séduire ceux qu'il rencontre et dont nul ne conteste l'intelligence désordonnée mais brillante, est bien décidé à ne pas se faire reprendre au piège de l'impopularité. Fringant coursier de ses propres fantasmes au début de son règne, c'est maintenant un cheval de retour vieillissant, accroché aux ficelles de la démagogie. Donna, son épouse, le trouve prophétique comme d'habitude, et au fond elle n'a pas tort. Mais Guillaume de surcroît s'ennuie avec tous ces beaux jouets. Il multiplie les distractions et les croisières du Hohenzollern n'ont jamais été aussi longues. Comme il est désormais plus prudent dans ses affections, elles se déroulent en famille. Petits-enfants, Donna, leur fille Victoria-Louise, comme les 7 nains de leur Blanche-Neige moustachue à la découverte émerveillée des paysages de Corfou. Guillaume s'est amouraché de la Grèce depuis qu'il a racheté la villa Achilléone de Sissi, et son imagination fertile annexe les héros de la guerre de Troie à ceux des légendes germaniques, tandis que le Hohenzollern accoste enguirlandé de rameaux d'olivier. La famille royale grecque supporte stoïquement ses arrivées triomphales. Et sur la terrasse de l'Achilléone, sa sœur Sophie ne lui reproche plus d'avoir si longtemps refusé son mariage avec le diadoque Constantin. Dans les jardins enchanteurs où il a fait effacer brutalement les souvenirs de Sissi, il se promène dans le seul passé qui l'intéresse. Celui où un Achille dressé à son image remplace l'Achille mourant qui berçait les morbides nostalgies de l'impératrice d'Autriche. Et pas question de s'attendrir sur le panorama de l'île des morts. En revanche, Garden Party, orchestres et pique-niques avec un peu d'archéologie en prime pour enrichir les musées de Berlin où l'on félicitera chaudement le Kaiser d'avoir retrouvé Agamemnon jusqu'à Corfou. Et si les nouveaux Grecs ne ressemblent qu'assez vaguement à ceux qui enfièvrent ces rêveries homériques, Guillaume se réconforte avec l'élixir de se sentir si populaire. Il est vrai qu'avec une suite de 100 personnes et leur abondance de marques, le Kaiser est paré des attraits fortement résinés de tous les dieux de l'Olympe. Le Kronprinz tente de profiter des absences de son père pour conforter sa position. Mais si le roi d'Italie le reçoit, c'est pour lui faire sentir qu'il n'est encore qu'un second rôle. On le déteste aussi dans les royaumes vassaux de l'Empire, où la vie se déroule paisiblement, si loin de la frivolité mondaine et de la morgue prussienne qu'on lui reproche. Et si Louis de Bavière ne ressemble guère à ce qu'était son cousin, le protecteur de Wagner, il n'a rien de commun non plus avec le futur héritier de l'Empire allemand. En Saxe, c'est encore plus clair. Le roi Frédéric Auguste n'a aucune sympathie pour ces flambards d'Hohenzollern. Et il pense qu'à chaque génération, on ira de mal en pis.
Théâtre d'ombre pour les nouveaux acteurs de la lutte des classes, qui réclament le suffrage universel en Prusse et sont déjà entrés au Reichstag allemand. Rosa Luxembourg les organise, mais ils ne sont qu'une avant-garde, que Guillaume déteste et peut encore étouffer dans les remugles du militarisme allemand. Enfin, il lui faut faire vite, car le socialisme grandit et l'éloquence de Jean Jaurès vient d'enflammer le Congrès internationaliste de Berlin. Une autre force se dessine en Allemagne, qui promet une paix et une liberté à l'opposé de la non-guerre en casque à pointe. Ainsi, les névroses, les craintes et le désœuvrement du Kaiser lui font ressaisir avidement tous les hochets de l'arrogance impériale. La majorité des Allemands s'est de nouveau assoupie dans la prospérité d'un règne qui dure depuis longtemps. Et Guillaume a perfectionné ses dons d'hypnotiseur à tel point qu'on a repris l'habitude de se comporter comme sa famille, qui affecte de lui obéir pour vaquer ensuite tranquillement à ses petites affaires, sans qu'on se demande où la Prusse des somnambules mène au pas de loi le reste de l'Empire. Guillaume martèle un leitmotiv au long de ses innombrables discours. La supériorité allemande se heurte à un cercle d'envieux sournoisement animé par le Lucifer britannique. Cette obsession que partagent le Kronprinz et ses amis des dangereux cercles pangermanistes pénètre facilement le vide de la pensée politique et l'on trouve naturel et rassurant de voir le Kaiser, ses enfants et leurs épouses endosser les macabres uniformes des hussards de la mort pour monter la garde de la culture allemande. Redoutable aberration pour laquelle l'aimable Kronprinz brûle de passer aux travaux pratiques. L'Alsace-Lorraine est d'ailleurs un excellent laboratoire. Le Kaiser y fête ses 50 ans et ne rate pas une occasion de proclamer qu'il s'agit de province à tout jamais allemande. Les populations s'en accommoderaient peut-être si cette Allemagne n'était pas délibérément prussienne. De compréhensifs gouverneurs en ont fait les dépens. L'armée se livre impunément à des provocations exaspérantes qui humilient d'un côté des Vosges et surexcitent les nationalistes français de l'autre côté. Mais puisqu'on ne le reçoit pas officiellement à Paris, Guillaume fait taper du pied à Strasbourg comme un capricieux qui veut prouver qu'il y est bien chez lui. La flotte allemande a beau croiser maintenant en force dans la mer du Nord, il étale sans cesse d'autres preuves de son aptitude à menacer l'insularité britannique. Les hydravions le passionnent, puisqu'il combine l'envahissement progressif des flots et du ciel si longtemps préservés de son oncle Édouard avec l'orgueil de la technique allemande dont ses chers amis Krupp lui vendent les mérites. Mais au fond, rien ne vaut les zeppelins. Ce sont les cuirassés volants du Kaiser, frères jumeaux des dreadnoughts qu'il lance sur les mers, et monstres dociles, glissants comme des menaces de mort et de débarquement. Les énormes dirigeables suscitent un enthousiasme indescriptible parmi les foules allemandes, et la presse salue le comte Zeppelin comme le nouveau Bismarck des horizons infinis. Le brillant inventeur est un pacifique qui voudrait rapprocher les hommes, mais comment résisterait-il au déferlement des louanges impériales et d'une propagande nationaliste enfiévrée? Et puis, ces usines du Bodensee lui coûtent cher, et la défense de l'Empire sait se montrer si généreuse sur ordre du Kaiser. Tout de même, Donat, qui a les pieds sur terre, s'inquiète un peu. Que vont penser les Anglais, qui n'aiment scruter les nuages que pour pouvoir parler du temps qu'il fait?
La présence fantomatique des sinistres pigeons voyageurs du Kaiser fait planer dans le ciel d'Europe le message d'un perpétuel danger germanique. Or, la Belgique est un pays qui agace Guillaume. Le roi est de lointaine ascendance allemande, la reine est princesse de Bavière. Avec tous leurs flamands roux comme des Celtes, ils devraient rejoindre le Grand Empire. Mais aussi étrange que cela paraisse à Guillaume, Albert et Élisabeth sont les plus belges de leur royaume, démocrates et cultivés, à qui le militarisme prussien fait horreur. Guillaume les sent tellement inoxydables qu'il se montre débordant d'amabilité circonspecte, tandis que les Bruxellois l'accueillent avec une confiance poignante quand on songe à ce qui leur arrivera bientôt. Tout de même, Albert se méfie. Il sait que Bruxelles est sur la route de Paris, dans les plans d'état-major allemand. On ne fera que passer, a murmuré Guillaume, mi-figue, mi-raisin, sans oser soutenir son regard. Et Albert vient marteler sa réponse à Berlin, en flamand comme en wallon. C'est un non, clair et net. Le plus curieux, c'est que le Kaiser ne souhaite pas la guerre. Ses soldats de plomb, ses fanfaronnades, la tension générale suffisent à ce joueur puéril, qui pense pouvoir quitter la partie si elle menace de s'emballer. Intelligent et froussard en même temps, il devine que les forces qu'il flatte en permanence lui échapperaient. Mais il triche aussi, en espérant que son chancelier, le timide Bethmann Olveg, tirera à temps sur le signal d'alarme, alors qu'il l'a choisi précisément pour le dévouement d'acolyte qu'il met à battre ses cartes biseautées. À Londres, cependant, la paix s'essouffle à travers la respiration oppressée du roi Édouard. Le seul souverain d'Europe qui put tenir le Kaiser en laisse est maintenant à l'agonie. Et la foule qui se presse devant Buckingham vient de voir passer la voiture de sa chère amie Alice Keppel, qu'Alexandra a fait appeler. Ainsi meurt Édouard, magicien charmeur des bonheurs partagés, pleuré par les deux femmes qu'il a le plus aimées comme par le peuple anglais tout entier. Et les rois d'Europe ne peuvent que s'incliner devant le meilleur d'entre tous. Ces funérailles sont la plus belle de ces fêtes. Sous un soleil de joie, on y pleure comme au final mélancolique d'un spectacle qui fut parfait. En mesurant déjà, comme Alexandra et Maria Féodorovna, qui sanglotent en carrosse, avec tous les souvenirs d'une inlassable gaieté, à quel point les jours d'après seront forcément ternes et sombres. Édouard ne gouvernait rien, il laissait ce soin à ses ministres, mais il régnait sur tout, inspirateur de songes pour les hommes ordinaires et juge-arbitre pour les princes. Au premier rang du cortège, son neveu le Kaiser, qui le traitait à la dérobée de Satan, et tous les autres, son fils, Alphonse d'Espagne, Georges de Grèce, Albert de Belgique, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, se demandent ce qu'il avait en plus de leur considérable pouvoir. L'influence, peut-être ? Le nouveau roi Georges V possède la qualité d'avoir su se faire aimer de la très intelligente princesse Marie de Teck, d'abord choisie pour corseter son frère aîné aux penchants indécis, puis rechoisie après la mort prématurée du jeune prince pour veiller sur lui, le cadet, et sur son héritage dont elle est la perle rare et le coffre-fort. Édouard n'aimait pas les voyages loin d'Europe. En revanche, Georges et Mary n'hésitent pas à se rendre jusqu'à Delhi pour se faire couronner empereur et impératrice des Indes au cours d'une cérémonie exotico-grandiose où s'auto-glorifie la puissance planétaire britannique. Mais tandis que les Maharajas les plus puissants s'inclinent pour faire allégeance, loin du sortilège indien, les souverains d'Europe saisissent que l'Angleterre est en train de faire volte-face en se repliant à nouveau sur ses possessions d'outre-mer.
certains pour le regretter comme en Russie et d'autres pour s'en réjouir à l'instar du Kaiser. En effet, Guillaume, libéré de la statue du commandeur qu'Édouard était pour lui, peut désormais assister d'un cœur léger à l'inauguration de celle de sa chère grand-mère Victoria. Et il ne tarit pas d'éloges non plus sur son cousin Germain, le nouveau roi d'Angleterre, qui a le bon goût de paraître attentif à ses précieux conseils. Quant à Mary, inutile de perdre son temps, elle est comme Donna, elle ne se mêle jamais des conversations sérieuses. Le Kaiser est d'autant plus certain de tenir les Anglais à sa main que ces derniers n'hésitent pas à revendiquer leurs ascendances allemandes et visitent les petites principautés germaniques avec autant de satisfaction qu'il en éprouve désormais lui-même à se rendre à Londres. Tout va de mieux en mieux également au château de Schwarzau en Autriche, où l'archiduc Charles et la princesse Zita de Bourbon-Parme s'apprêtent à célébrer leurs noces. Charles est l'héritier en second des couronnes Habsbourg, depuis que le premier, l'archiduc François Ferdinand, a fait un mariage morganatique excluant ses propres enfants de la succession. Ce gros homme rude qui emmène sa femme de second rang à l'humiliant vrai mariage royal de son neveu est d'ailleurs peu aimé. Sauf de Charles et de Zita, justement, admis dans l'intimité du couple dont ils apprécient l'intelligence et l'union très heureuse. Charles, c'est le petit garçon blond qui tenait compagnie à François-Joseph à Cap-Martin. Et c'est maintenant un archiduc modèle de l'usine à Prince Habsbourg, consolation de François-Joseph qui a eu son content de suicidés, de bannis et de mal mariés. Orphelin d'un père trônosseur, saintement élevé par une mère sans névrose, plus instruit et plus ouvert que la plupart des apprentis royaux de son âge, en ayant séjourné longtemps à Prague, ville érudite, puis dans des garnisons austères au contact de tous les peuples de l'Empire. Suffisamment à l'abri de Vienne pour ne pas en avoir subi les tentations, celles de la chair qui risquent de rendre voluptueux, et celles de l'esprit qui peuvent donner l'envie de voir le monde avec un autre regard que celui que les Habsbourg se doivent de porter sur lui. C'est en Italie, à la Villa Pianor, que les yeux de Zita se sont ouverts 19 ans plus tôt sur ses 20 frères et sœurs, consolant très catholiquement son père de la perte d'un duché de Parme dévoré par l'unification de la péninsule. Enfance heureuse, enracinée de pratiques religieuses et nourrie de la sève légitimiste des branches coupées du Portugal et des Bourbons de France. On visite les pauvres, les frères interrogent leur avenir, on parle toutes les langues. Zita est très belle dans une famille où l'on n'évoque pas ce genre de choses, et Charles très pur dans une autre où on ne l'est plus beaucoup. C'est un coup de foudre, et il est même possible qu'ils se soient embrassés, sans oser bien sûr l'avouer autour d'eux. Il l'emmène en tout cas, ardente petite princesse d'Italie et lointaine héritière de France, qui pleure un peu sur son paradis perdu et aime déjà le vénérable empereur de Vienne, qui attend avec impatience d'en faire la fleur bien vivante de sa cour desséchée. On est en octobre, mais il fait un temps glorieux. Celui de Zita, à l'automne de François-Joseph. La famille Habsbourg est venue en nombre au signal de l'empereur. Rien à voir avec le mariage de proscrits qu'avait connu François Ferdinand et celle qu'il imposa, duchesse de Hohenberg, maintenant souriante à ses côtés parmi toutes les dames blanches qui ont sur elle la préséance. Marie-Valérie, fille de Sissi, cousine de Saxe au duvet de patronnesse, bourdonnement des petits Bourbons-Parme qui savent vaguement qu'il existe ailleurs d'autres femmes, mais l'oublient sous le regard de leur mère.
Les Habsbourg n'ont pas le matu vu Hohenzollern. Quand on a mis près de 800 ans pour marier une province après l'autre, on préfère les vertus de la noce au village au tintamarre des épousailles de nouveaux riches. François-Joseph est gai comme on ne l'a pas vu depuis longtemps, le mariage comble ses vœux. La tante de Zita qui se penche sur lui est la première femme de la cour depuis la mort de Sissi. C'est elle qui a permis le mariage de François-Ferdinand en insistant auprès de l'empereur. Maintenant, c'est sa sœur, la mère de Zita, qui se penche. Pour Charles, il n'y a rien à dire. Et puis, cette nouvelle union, c'est un sceau de plus sur un chapitre déjà bien fermé par les lois de la famille. Les enfants qu'auront Charles et Zita écartent définitivement ceux de François-Ferdinand, au cas où leur père, oubliant son serment, voudrait les rapprocher du trône. Il est même possible que tout le monde y pense. Une petite fille du village apporte des fleurs au vieil empereur. Marie-Valérie, la mère de Charles, puis François-Ferdinand s'entremettent. Ils ont échangé tant d'épines 10 ans plus tôt. Mais Charles et Zita sont bien trop jeunes et trop épris pour prêter attention à des souvenirs amers. Tout à l'heure, il y aura bal, l'Orphéon qui défilait sous la terrasse, et François-Ferdinand qui n'aime ni danser ni beaucoup ses cousines en rajoute encore un peu. Pour ces messieurs du cinéma peut-être. Enfin, ils ont aussi Zita pour nouvelle héroïne, d'une belle histoire qui commence et dont personne ne songe qu'elle s'achèvera très mal. Alors que déjà l'empereur veut s'en aller, mais seulement pour la photo souvenir, que l'on prendra dans le jardin. Vers 5 heures, il rentre à Vienne. C'est un homme qui ne reste jamais longtemps loin des dossiers de l'Empire. Son fidèle ordonnance l'a rappelé discrètement au temps qui passe. Un officier de marine hongrois du nom d'Orti, trop modeste pour s'être mêlé aux Habsbourg sur la terrasse de Schwarzau, et trop rancunier pour leur permettre de revenir sur celle du palais royal de Budapest au jour où il l'aura pour lui tout seul. Or, maintenant, le poids de la couronne de Saint-Étienne déséquilibre tout l'Empire. Les Hongrois vénèrent leur roi avec une fidélité romantique, mais ils ne cessent de lui marchander de nouveaux avantages, tout en les refusant obstinément aux peuples qu'ils dominent, les Croates, les Ukrainiens, les Roumains. François-Joseph les menace d'introduire le suffrage universel, qu'il est noiré sous le nombre, et on reste au statu quo, où le comte Tisa, inamovible pierre d'attache des politiques danubiennes, mesure fort bien tout l'intérêt du mariage, où l'Autriche joue la vieille épouse généreuse du fringant gigolo magyar. Cependant, les dégâts de cette crise lancinante se font sentir jusqu'à Prague, joyau de l'Empire Habsbourg, qui réclame le même statut pour les Tchèques. Les Sokol, sociétés de gymnastique à l'organisation paramilitaire, y convoquent de grandes réunions des Slaves de l'Empire, où le sport n'est plus qu'un prétexte pour affirmer un nationalisme qui se renforce de la solidarité des démocrates occidentaux. Les Tchèques dépendent de Vienne, où ils ont de puissants défenseurs. Mais François-Joseph hésite devant les conséquences de l'inévitable chantage de la jalousie de Budapest, et il les adjure à la patience. Une vertu que le professeur Masaryk, brillant juriste tchèque, pratique dans ses travaux sur le divorce politique. Et pourtant l'Empire tient, par un inextricable lacis de liens personnels, de souvenirs partagés et de commodités habituelles, tels que les trains, la poste, la sensation d'être partout chez soi.
Bien rares ceux qui prédisent qu'il puisse disparaître, car il prospère dans la paix en laissant s'étendre le champ des libertés. Le suffrage universel en Autriche normalise les nationalismes autant qu'il les éveille. Et la longévité du vieil empereur, qui règne si paternellement sur des temps démocratiques, donne l'exemple de l'aspiration tranquille à vouloir vivre ensemble. Mais à force de se demander qu'arrivera-t-il après sa mort et de se rassurer avec la réponse commode qu'il est toujours vivant, on risque aussi de s'endormir. François Ferdinand et Charles sont très conscients des périls qui couvent sous la surface de la prudence et des cérémonies. Et comme ils savent, pour être les premiers concernés, que l'empereur finira quand même par mourir un jour, ils cherchent la bonne réplique qu'il leur faudra fournir sans plus tarder. François Ferdinand prépare la sienne depuis le palais du Belvédère de Vienne. Elle risque fort d'être intelligente, mais brutale et cinglante. Le premier héritier de l'Empire estime que l'une des clés de sa survie se trouve entre les mains désaccordées du Kaiser, et il entretient la sonore amitié que ce dernier lui porte. Ce sont, il est vrai, gens du même monde, partageant un goût immodéré pour la chasse, ses rendez-vous et ses curieux plaisirs. Les Allemands exercent une forte attraction sur leurs cousins autrichiens et se sont entichés des Hongrois contre les Slaves. François Ferdinand a bien besoin de tenir serré le Kaiser et il joue notamment le chancelier Bethmann Hollweg pour tenter de le freiner. Dans cette perpétuelle surenchère de glorioles héroïques où il pourrait confondre son gibier personnel avec les peuples d'Autriche-Hongrie. Mais il est vrai que l'archiduc héritier a aussi de l'affection pour l'impérial imprévisible, depuis qu'il traite son épouse Sophie avec des égards que ne lui rend pas la cour de Vienne. François Ferdinand et Guillaume se ressemblent aussi sur bien des points. Ils ont à peu près le même âge, sont imbus de préjugés de caste identiques, caressent un rêve de puissance militaire et navale. À Trieste, depuis le château de Miramar, l'archiduc héritier contemple ainsi les nouveaux navires de la flotte austro-hongroise, avec autant d'orgueil que le Kaiser en déploie de Hambourg à Stettin. Bien qu'il ne s'agisse cette fois que d'en imposer à l'Italie sur le lac Adriatique, plutôt que de pirater l'Angleterre sur tous les océans du monde. Cette flotte est sa création personnelle, arrachée à la méfiance de François-Joseph, et il règne sur elle, dans la satisfaction de pouvoir le faire avec Sophie, puisqu'aucun autre Habsbourg ne s'intéresse à la mer. Enfin, il ne peut donner que ce qu'il possède à celle qu'il aime. En attendant mieux, persifle-t-on dans l'entourage de François-Joseph. Les rumeurs ne s'apaisent jamais autour de ce couple mal connu qui protège une vie privée dont le scandale est maintenant qu'elle paraît si heureuse. L'archiduc fera couronner sa femme dès qu'il sera empereur. Il partagera le patrimoine des Habsbourg entre ses fils pour venger les humiliations subies par cette aventurière. C'est mal connaître Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, femme intelligente et loyale, qui entraîne en revanche son époux dans une vie moderne, à l'opposé de celle de leur ami le Kaiser. François Ferdinand et Sophie passent beaucoup de temps avec leurs enfants. Ils les emmènent là où se trouve la jeunesse, à Saint-Moritz par exemple, où l'on peut patiner sans protocole ni police, comme un père de famille qui n'abandonne pas ses petits à des collèges militaires. Les gens qu'ils voient ne sont pas non plus des snobs étriqués, mais plutôt une sorte de société internationale et sportive, où les oisifs sont mal vus. Très différente de l'insouciante coterie de la noce et de la poudre aux yeux, où la jolie Cécilie de Prusse tente de suivre son mari, ce playboy de Kronprinz, pour éviter qu'il ne continue à la tromper ouvertement. On s'amuse beaucoup à Saint-Moritz du côté de la nouvelle génération Hohenzollern, où l'héritier de l'Empire allemand, infatigable lugeur des pistes et des descentes de lit,
jette par les fenêtres tout l'argent que son papa lui donne pour qu'il se distrait le plus longtemps et le plus loin possible. Et tant pis s'il laisse à chaque virage de bobsleigh où le suivent des gosses de riches autant de petites trahisons sentimentales que dans les corridors de palace où il course les femmes de chambre. Et tant mieux sans doute si l'on s'amuse plus sobrement du côté de François Ferdinand. Charles et Zita se rendent aussi à Saint-Moritz et c'est encore un autre genre. La vie si bourgeoise de leur oncle les désoriente presque autant que la Dolce Vita du Kronprinz allemand. Ce sont des jeunes gens timides qui ne pensent jamais qu'à bien faire. À eux donc le sapin de Noël pour les nécessiteux des grisons. Et on se réjouirait presque de savoir que François Ferdinand pervertit son neveu avec ses barbares massacres d'animaux. Au fond, ils perdent un peu ce temps qui presse et qui n'a pas de prise sur les 80 ans de François-Joseph. L'empereur étonne par sa verdeur et se promène officiellement parmi toutes les inventions nouvelles comme s'il les approuvait. Alors qu'il refuse obstinément que l'on achète une automobile, que l'on installe le téléphone dans son bureau ou que l'on remplace ces horribles meubles bon marché, il inaugure avec intérêt les terrains d'aviation en passant la démarche vive devant des aéroplanes dans lesquels il ne montera jamais. Il lui arrive pourtant d'être fatigué et il demande alors à son cousin l'archiduc Rainer de le remplacer aux yeux du public. C'est son héritier François Ferdinand qui devrait se montrer à sa place, mais comme il ne l'aime pas et s'en méfie, c'est donc à son presque sosie qu'il confie le soin d'incarner la rassurante momification impériale. D'ailleurs, l'Autriche est un pays où l'on croise des François-Joseph à chaque coin de rue, l'épicier, le gardien d'immeuble. Ainsi, l'Autriche-Hongrie se berce entre ça ne peut plus continuer comme ça et ça s'arrangera toujours, laissant à la mort du vieil empereur le soin de décider pour elle, le plus tard possible, et qu'on ne lui parle pas de la Bosnie ou de son héritier quand il arrive à Ischl pour ses vacances. Malheureusement pour l'empereur François-Joseph, la Bosnie est un sujet dont on parle beaucoup en Europe, et il ne peut compter que sur le Kaiser allemand pour lui donner raison. L'annexion cadeau de cette province turque jusqu'alors oubliée, que ses ministres lui ont offert pour son jubilé, a eu l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière des convoitises européennes. Au fait, Guillaume n'a pas apprécié la brusquerie sournoise de cette opération, mais il a lui-même connu tant de déconvenues qu'il ne peut décevoir son vieil allié. François-Joseph, qui fut autrefois le maître de l'Allemagne, en est maintenant le protégé, et Guillaume laisse faire, en parvenu flatté de se rendre utile à un vieil aristocrate dans l'embarras. Au fond, l'archiduc François Ferdinand aime bien le Kaiser et ne lui fait pas confiance, tandis que François-Joseph compte sur lui alors qu'il le méprise en le trouvant vulgaire. Cela faisait longtemps que Nicolas et Alexandra voulaient faire connaître le Grand-Duché de Hesse à leurs enfants, lorsque l'amélioration de la situation en Russie leur permet de s'y rendre pour les vacances. Ernest Ludwig, le frère de la tsarine, s'est remarié depuis son divorce d'avec Victoria Melita et l'atmosphère s'avère on ne peut plus joyeuse au palais de Darmstadt. Alexandra retrouve ses sœurs, Nicolas s'amuse aux facéties de son beau-frère et quand tous les autres parents débarquent, on est au moins 30 à chaque repas. Personne ne parle de Victoria Melita, la première épouse enfuie. C'est un sujet d'autant plus tabou qu'elle vient de se remarier avec l'oncle de Nicolas, le grand-duc Cyril. Enfin, en attendant, Nicolas profite du bel été avec ses enfants. En Hesse, la vie est à l'opposé de celle qu'on mène en Russie.
Ici, pas de terroristes, guerre de police. Les filles se promènent librement en semant leur gouvernante dans les magasins, tandis qu'Alexis terrorise ses petits cousins en leur expliquant qu'il a une maladie très grave et qu'ils doivent donc lui obéir. Or, en fait, il se porte apparemment si bien qu'Alexandra retrouve le temps de s'occuper de toutes ces petites choses où elle montre tant de goût, les aquarelles, les fleurs. Tandis que Nicolas part en excursion avec son beau-frère au grand déplaisir du tsarevitch qui se venge de sa déception avec la désinvolture du petit chéri de la famille, seul maître à bord au palais des mamans indulgentes. Nicolas et ses filles écrivent leur journal ensemble le soir, en mêlant anecdotes et petits poèmes glanés durant les promenades, qui ne durent jamais très longtemps, car Alexis, affrontant une situation nouvelle, leur manque à tous très vite. En effet, son précepteur, M. Gilliard, un Suisse dévoué en chapeau melon et manteau clair, a persuadé ses parents qu'il fallait cesser de le protéger constamment pour qu'il se prenne lui-même en charge. Le marin d'Erevenko est toujours à proximité, mais ce solide moustachu ne doit plus intervenir qu'en cas d'urgence. Cette méthode qui inquiète tellement Alexandra obtient néanmoins de bons résultats. Alexis devient moins capricieux sans perdre la vivacité qui fait son charme. Hélas, en Hesse, la mauvaise saison revient, semble-t-il, encore plus vite qu'ailleurs. Le Kaiser Guillaume, qui traîne son ennui à travers tout son empire, a flairé un peu de joie tranquille chez ses cousins, et il accourt à Darmstadt, tout feu tout flamme, pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Éperon d'argent, si nécessaire pour un voyage en train, tenue Robin des Bois, cape de Dracula volant au vent, Guillaume est bien décidé à ne pas desserrer ses mâchoires sur un Nicolas flottant dans son costume d'employé de bureau comme un fétu de paille dans la bourrasque. Heureusement qu'Ernest Ludwig est ici chez lui. Attentif et malicieux, il protège sans en avoir l'air son timide beau-frère contre les nouvelles manigances du cher cousin. Guillaume n'a pas renoncé à détacher Nicolas de l'Alliance française, mais s'il le traite en cachette de hobereau juste bon à cultiver un champ de navets, il ne se doute pas que Nicolas et Ernest Ludwig de leur côté ne l'appellent plus que le pantin couronné. Bref, la chasse cruelle des conversations à bâton rompu se présente sous le meilleur jour. Cependant, la foi religieuse qui unit le tsar à la Sainte Russie ne cesse de renforcer sa volonté. Cela fait maintenant 15 ans que Nicolas règne sur l'empire des Romanov. Le temps où il suppliait Maria Féodorovna, sa mère, de lui apprendre comment on parle à des ministres, paraît aussi éloigné que le désastre de la guerre japonaise et de la Révolution. Son prestige renaît intact, éclairé par le charme discret qui émane de sa personnalité agréable. Et s'il s'affirme toujours souverain autocratique, il se range loyalement aux avis de Stolypine et laisse éloigner Raspoutine, dont le ministre lui a dévoilé la vie scandaleuse. Cette nouvelle confiance se conforte de l'évidence de la meilleure santé, quelque peu turbulente, de son fils Alexis. Le tsarevitch n'a pas eu de crise depuis longtemps, et dans la combinaison d'espoir, de superstition et d'ignorance dont Alexandra et lui entourent le mal du tsarevitch, se répand l'idée que les médecins se sont peut-être trompés. Ses parents auraient aimé Alexis quels que fussent les enjeux de leur existence, mais l'héritier est aussi un petit garçon singulier qui suscite un perpétuel sentiment de tendresse. Gâté, il a un cœur d'or. Longtemps mal instruit, il témoigne d'une intelligence précoce. Trop protégé, il se mêle gaiement aux jeux des autres enfants.
Le marin d'Erevenko s'en occupe avec un dévouement extraordinaire, comme si la grâce de l'enfant pouvait séduire jusqu'à cet homme plutôt frustre. Il y a aussi quelque chose de mélancolique en Alexis, car il est le plus lucide sur son sort. Et sa grand-mère, Maria Féodorovna, ne se fait guère d'illusions non plus. Elle éprouve de tristes pressentiments pour l'avenir de la Russie, quand il dépend du petit malade et de l'amour passionné que lui voue sa mère. Or, le malheur russe ne s'éloigne jamais longtemps des Romanov. Il leur fixe rendez-vous à Kiev en posant sa main encore tâtonnante sur le sauveur de la dynastie, Piotr Stolypine. Le Premier ministre a organisé l'une de ces cérémonies patriotiques qui célèbrent l'alliance mystique du peuple russe et de son tsar, pour l'inauguration d'une statue d'Alexandre II, le libérateur des serfs, réformateur visionnaire assassiné par des terroristes. L'action résolue de Stolypine a complété l'œuvre d'Alexandre II, et le règne de Nicolas s'inscrit maintenant dans cette continuité du progrès. Au fait, depuis quelques mois, le tsar et son premier ministre ne s'entendent plus aussi bien que par le passé. Stolypine exaspère la cour par sa lutte contre les privilèges. Alexandra ne lui pardonne pas l'éloignement de Raspoutine et Nicolas estime qu'il s'avance trop loin sur le chemin des concessions à la Douma. Et Stolypine se rend en maugréant à la soirée de gala qui est prévue à l'opéra en l'honneur de la famille impériale. De fait, durant l'entracte, le jeune indicateur Bogrov, estimé de la police qu'il a laissé pénétrer dans l'assistance, retourne son arme contre Stolypine et la bat à bout portant, sous les yeux de Nicolas et de ses filles. Stolypine meurt après 5 jours d'agonie, où il bénit le tsar dans son délire, veillé par sa femme qui interdit à Nicolas de pénétrer dans sa chambre. Une vague d'émotions sans précédent secoue la Russie, mais elle rapporte aussi la vieille plaie des rumeurs. En effet, l'enquête étale les complicités de Bogrov parmi la police. Et dans son refus obstiné de recevoir Nicolas, l'épouse de Stolypine se dresse en accusatrice muette du régime impérial. Grief injuste, mais entre le silence effaré du tsar et la douleur glacée de la veuve, la Russie hésite et vacille. Nicolas se retrouve seul avec des ministres qui ressemblent à ceux d'autrefois, tandis que la désunion de la famille impériale s'aggrave. Maria Féodorovna et Alexandra s'évitent ou n'entretiennent que des relations très formelles, empreintes d'une sourde acrimonie. On prête au grand-duc Michel, le jeune frère de Nicolas, une liaison passionnée avec une intrigante divorcée. Et si Dimitri jouit de l'affection du couple impérial, les critiques du grand-duc Nicolas irrite la tsarine, tout comme l'attitude de sa sœur Ella qui se retire de plus en plus dans le monastère qu'elle a fondé. Il n'y a qu'Olga, la dernière sœur de Nicolas, pour naviguer tristement entre tous. Le temps où Alexandre III, le père de Nicolas, tenait la famille impériale d'une main de fer, suscite des parallèles désagréables que Maria Féodorovna est bien trop prudente pour attiser. Mais elle saisit aussi toutes les occasions où elle se retrouve avec son fils pour le mettre en garde contre le confinement et la religiosité excessive de la tsarine. Et Nicolas ne peut que mesurer en silence l'abîme séparant sa mère, impératrice toujours rayonnante, et sa femme nerveuse et froide en public quand elle n'est tout simplement pas absente. En Russie, personne ne regrette vraiment le père de Nicolas, malgré la débauche de statue que l'on inaugure en son honneur. C'était un homme sévère et fermé, pesant lourdement sur l'empire qu'il a légué à son fils en lui enjoignant de défendre l'autocratie. Mais aux yeux des remuants grands-ducs qui le craignaient, comme des multitudes trop habituées à son knout,
Nicolas, qui subit l'influence d'une tsarine trop impérieuse, cumule les désavantages de se référer constamment aux méthodes de son père et d'être beaucoup trop doux pour s'y résoudre. Et Nicolas le sait, sans plus avoir Stolypine pour se libérer du conflit dans lequel il se débat entre la grande ombre qui pèse sur lui et l'attente obscure d'un peuple auquel il est pourtant si sincèrement dévoué. La famille impériale vit alors une période d'intense célébration des heures glorieuses de la Russie. Le centenaire de la bataille de Borodino, remportée contre Napoléon, l'a fait revenir à Moscou. Nicolas n'a pas oublié la leçon de Stolypine. Il assume l'obligation de se montrer en permanence, malgré le risque du terrorisme. Et il veille à exalter la ferveur patriotique russe sans froisser les élus de la Douma et toute cette nouvelle Russie que son Premier ministre avait fait émerger et dont il s'est finalement lui-même accommodé. La présence de l'héritier galvanise d'ailleurs la ferveur populaire. On colporte tant de bruits contradictoires sur le tsarévitch Alexis sans jamais le voir, que son apparition pour l'anniversaire d'une guerre gagnée, à un moment où la volonté de paix civile est encore ferme, passe pour un présage d'espoir. Et puis Alexis se prête si bien au rôle que la Russie des traditions attend de lui. Oui, la Sainte Russie orthodoxe qui déploie la splendeur de ses souvenirs sur la place rouge cohabite encore avec une toute autre société qui la considère comme un héritage, certes lourd et suranné, mais tout de même unificateur et prestigieux. Et l'enfant est investi de la confusion de ses regrets impossibles et de ses espoirs vagues. La Russie est aussi un pays de désordre autant que de grandeur. Le tsar autocrate brille comme le messager du Seigneur, mais il joue des coudes pour rejoindre son épouse dans leur calèche. Au fait, vers où se presse leur neveu préféré, le fin et séduisant grand-duc Dimitri? Aurait-il rendez-vous avec le si beau et si spirituel prince Yusupov, auquel l'attache une amitié que l'on dit brûlante? Nicolas et Alexandra ignorent à peu près tout de l'atmosphère de décadence où se suffoquent délicieusement les cercles aristocratiques. Nicolas parce qu'il est pur, Alexandra parce qu'elle est prude, l'un comme l'autre parce qu'ils vivent dans la perpétuelle nostalgie d'un passé auquel ils ont consacré la jeunesse qui les quitte. Leur Russie est un théâtre héroïque sur lequel se penche la bénédiction d'une église vénérable et où ils ne rencontrent que des enfants qui ressemblent aux leurs. Des fonctionnaires dévoués, des officiers valeureux aux uniformes impeccables et des soldats moujiks enracinés comme des arbres aux vertus de la terre russe. Et peu à peu s'estompe en Nicolas le doute qu'avait fait naître Stolypine. Au début de l'automne, quand commence la saison des grandes chasses, la famille impériale, épuisée par les cérémonies du centenaire de Borodino, se retire à Spala, son giboyeux et sauvage domaine de Pologne. Nicolas chasse sans désemparer. Profitant des derniers beaux jours, Alexandra et Anna Virubova se promènent dans les forêts profondes qui entourent le domaine. On mène une existence strictement familiale dans le triste et inconfortable palais de bois qui fait un peu peur à Alexis, mais où il peut échapper à ses jeux solitaires en rejoignant les enfants des gardes et des serviteurs. C'est là que le malheur revient brusquement
et se saisit cette fois de lui. Il se blesse, on est loin de tout. Bientôt, il souffre tant qu'il demande à sa mère de le tenir constamment contre elle jusqu'à ce que la mort le libère. La fièvre monte et monte encore. Ses parents sont tellement sûrs que la fin est proche qu'ils transgressent le secret. La Russie n'est plus que recueillement et attente des communications des médecins. Il n'est pas question de quitter Spala. Alexandra pense que ces forêts maudites seront son tombeau en même temps que celui de son fils. Et comme les médecins sont impuissants, elle supplie des heures entières le Seigneur d'écouter ses prières pour l'amour de la Russie. Mais rien n'y fait, ni les messages qui parviennent à Spala de tout l'Empire, ni les prières qui montent du peuple russe. Le tsarévitch est à l'agonie, le tsarévitch va mourir. C'est alors qu'Alexandra fait appeler Raspoutine. Anna Virubova sait comment rejoindre le starets dans son village de Sibérie. Il répond aussitôt par un télégramme, comme une flèche d'espoir, par-dessus les distances et la souffrance. Dieu a vu tes larmes et entendu tes prières. Cesse de t'affliger, le petit ne mourra pas. Empêche les médecins de le tourmenter. Et Alexis survit. Mais la crise a été si grave que le tsarévitch ne redeviendra plus l'enfant insouciant qu'il était autrefois. Et sa convalescence est si lente, entourée des soins constants de ses proches, que l'inquiétude éperdue de sa mère ne s'apaisera jamais. La foi d'Alexandra en l'homme de Dieu est désormais inébranlable. Lui seul peut intercéder par ses prières pour que vive le tsarévitch, car c'est un moujik dont l'âme simple est celle de la Sainte Russie, qui protège le tsar, son fils et sa famille tant qu'ils resteront fidèles à Raspoutine. L'enfant que l'on porte souffre pour les péchés des Romanov et ceux de l'Empire. Puisse Dieu et son messager le prendre en pitié et éclairer ses parents afin que sa guérison soit aussi celle de la Russie. Raspoutine a-t-il vraiment sauvé le tsarévitch comme Alexandra en est persuadée avec l'amour passionné d'une mère pour son fils et le mysticisme d'une tsarine qui s'est trompée de siècle? Peut-être, car l'homme de Dieu est doté de plus de bon sens que des médecins affolés et possède la force de persuasion d'un faiseur de miracles. Mais sa puissance est désormais sans limite. Elle suscite déjà la haine de tous ceux qui croyaient pouvoir s'en servir. Le moine Héliodore, par exemple, halluciné de colère amère et de rancune, et qui prépare sa vengeance. Das wird nun entscheiden. Mitten im Frieden über Feld und Berg.